vous accueillir avec, cette fois et déjà depuis 2-3 années, Jean-Pierre Lebrun, et avec, elle sera là demain, avec les pensées aussi bien présentes de Cynthia Fleury. L'an dernier, le 10e colloque a marqué un tournant qui se préparait depuis 3-4 ans, et nous allons poursuivre ce travail d'ouverture, de pluridisciplinarité, d'écoute des problèmes de la cité et de la clinique contemporaine, mais soutenu par le fait que nous sommes chaque fois un petit peu plus nombreux, même si à l'ouverture c'est toujours comme ça, à nous y intéresser ensemble avec un lien entre les disciplines à travers le politique, mais aussi la politique dans leurs résultats. Les médecins, les enseignants, les psychanalystes, les psychologues et tous ces professionnels qui s'occupent de l'humain sont en effet les premiers à se trouver confrontés à la partie qui constitue l'échec de ces résultats, générateur de souffrance, certes inhérente à l'être de langage, à sa finitude, mais qui prend des formes et des degrés différents selon les sociétés et leur organisation. Il y a sans doute, dès l'introduction, à souhaiter renforcer nos sociétés démocratiques et à les défendre contre la tournure que prend le capitalisme et son acolyte, le libéralisme, tous deux rendant impossible l'émergence du sujet. Ces professionnels se trouvent face à une clinique nouvelle et depuis plusieurs années de plus en plus déroutante et inquiétante. Inquiétante où la parole a de moins en moins de place et la violence la remplace. Clinique où la technologie et la communication à tout va donnent l'illusion que les sujets qui peuvent communiquer peuvent se rencontrer, avoir des amis, Facebook, des relations, LinkedIn. Il est temps d'unir nos forces, nos savoirs, nos savoir-faire, nos désirs pour participer à ce qui pourra être soulagé dans chacune des formes que prend cette souffrance humaine contemporaine et réfléchir à ce qui pourrait en éviter une partie. Depuis le début de notre travail, nous nous sommes dit que le psychanalyste, habitué à se trouver face à des situations où il n'y a pas de solution toute prête, voire même pas de solution à adapter, peut aider le médecin, l'éducateur, l'enseignant, le parent, comme le fera Sophie Marinopoulos, elle nous le dira ce soir, avec son savoir-faire. Il sait y faire avec la singularité du symptôme, sa ténacité, et il n'y a rien de plus singulier que le symptôme pour représenter un sujet. Le psychanalyste sait, dans cette société du vite-vite, du tout et tout de suite, que le temps est incompressible pour délier les nœuds et atténuer les marques qu'il a lui-même inscrites. Il sait que chaque analysant, justement parce qu'il est singulier, unique, doit lui-même trouver sa solution propre, portée par l'accompagnement de l'analyste et le transfert que celui-ci a laissé créer par le patient et par lui-même, et dont il se sert pour diriger l'analyse. Le psychanalyste peut montrer, non par une démonstration mathématique ou logique, mais par une monstration, au sens de Spinoza, ce que devient tel ou tel sujet particulier avec son symptôme après une analyse. Il peut aider les autres soignants à intégrer le patient dans le soin, car en psychanalyse, le patient n'est pas un patient au sens de passif. Il est actif, il est analysant, c'est-à-dire que c'est lui qui travaille, comme le dit ce participe présent. Il est acteur, il est agent, comme le disent Cynthia Fleury et Catherine Tourette-Turgis à l'Université des patients. La difficulté que nous avons eue à mettre en place le DU, relation médecin-soignant-patient consciente et inconsciente, et là, Mylène Blasco, qui va arriver tout à l'heure, me dit de vous dire que nous sommes probablement à l'ouverture du DU, c'est la grande nouvelle, probablement. Nous avons les candidatures, il reste le long parcours protocolaire administratif, mais probablement enfin. Donc cette difficulté montre combien la sollicitude, la résilience, l'empathie dont on parle beaucoup, et même la réflexion éthique personnelle, ne sont pas considérées comme un enseignement à part entière en médecine. On y a vu introduire l'éthique, car les avancées technologiques finissaient par poser des questions de société qui dépassaient le cadre de la pratique singulière, mais on ne met pas en avant l'indispensable éthique personnelle de chaque soignant, comme devant se forger à travers des enseignements dans des lieux de parole. La question de la multiplicité de la vérité n'est pas ou guère abordée non plus dans les études médicales, où seule est enseignée la vérité scientifique du moment, sans se rendre compte du paradoxe suivant, c'est que simplement dans le cours de ces études, elles sont forcément longues, un étudiant a vu changer cette vérité au moins une fois ou deux, et on lui a enseigné avec la même persuasion et sans en appeler au moindre doute, sans parler de l'hyperbolique, les deux vérités sans se formaliser du changement.
La difficulté de mettre en place ce DU au sein de la faculté de médecine et son transfert nécessité en faculté de sciences humaines, et il en est de même dans tout l'Hexagone, nous a montré qu'il est couramment pensé dans ce milieu que si on est dans les humanités, on est moins dans la médecine que si on est dans la technologie et l'intelligence artificielle, car on ne regarde réellement comme important que le côté scientifique, comme si humanité et science n'étaient pas indispensables, indissociables en médecine. Et pourtant, c'est ce que le plus scientifique et le plus mathématicien de nos présidents, le polytechnicien, directeur de l'INSERM statistique, et qui est aussi pédopsychiatre, Bruno Falissard pense quant à lui, et il introduira le DU sous le titre « Pourquoi ce DU est indispensable ?» Aussi, aujourd'hui, je ne ferai pas comme chaque année une intervention introductive sur le thème choisi. Je voudrais plutôt m'appuyer sur un historique des colloques et de l'association pour insister sur le travail immense à fournir encore, comme je viens de le laisser entendre, dans la cité, et fonder le tournant dans la forme de la continuité sur le fond des activités de l'association. Nous sommes heureux que viennent rejoindre notre groupe, que participent à notre rassemblement des personnes qui n'ont peut-être pas connaissance du parcours que nous avons accompli pendant ces 11 années, et il convient de le leur faire connaître. Je dois aussi un retour sur ce trajet à tous ceux qui, pendant 11 ans de colloques et 3 ans déjà avant de travail au CHU, avec les professeurs qui sont là aussi, ont permis que l'association puisse être créée et poursuivre son action dans la cité. Tout cet historique est leur histoire à tous ensemble, à nous tous, une histoire qui n'a pas été sans difficulté, mais jamais sans espérance, qui se renforçait de l'expérience acquise, des nouveaux qui arrivaient à des moments stratégiques, et c'était important, et des rencontres enrichissantes et fortes qu'elle permettait. Vous verrez par ailleurs que refaire ce parcours, c'est décliner les points où nous sommes interrogés en tant que soignants au sens large, nous y reviendrons, au quotidien dans nos pratiques. C'est aussi montrer à quel point la clinique, quand on lui redonne sa place, pousse à s'interroger et à développer la recherche à partir des questions qu'elle pose en s'appuyant sur les théories psychanalytiques et philosophiques aussi bien que biologiques. Je parlais avec le professeur Boiry qui est là et je lui parlais de sérendipité, de l'importance de la contingence dans la recherche donc et le moment particulier dans lequel se situe la recherche aujourd'hui entre le comment de la science et le pourquoi de la religion et de la croyance. Et il me disait qu'il pense que la recherche aujourd'hui ne sera plus ni anatomique comme il y a 2 siècles, ni biochimique et génétique comme récemment encore, mais que c'est peut-être maintenant une toute autre forme qu'elle va prendre, comme celle que nous essayons de faire ensemble avec médecine et psychanalyse. Je ferai un tour des colloques en insistant sur le côté politique et organisationnel qui tenait compte de ce que chaque colloque nous apprenait. On apprend le plus de ses erreurs. Puis je ferai un résumé de la partie proprement résultat de ce que nous avons mis en place comme recherche dans ce groupe de médecine et psychanalyse avec les médecins les plus assidus. Et je dirai et déplorerai les difficultés dans leur pratique qui sont devenues quasi insurmontables. Et puis je dirai ce que j'ai dû faire du côté des psychanalystes pour que l'association puisse être créée et que tout ce travail puisse se poursuivre. Alors l'idée d'organiser le premier colloque en 2009 est venue du désir partagé d'un travail de 3 années avec Jean-Robert Rabanel dans les services du CHU de Clermont-Ferrand, des présentations cliniques en maternité, PMA, médecine interne, puis cardiologie, nutrition, maladies infectieuses, psychiatrie et néphrologie. Nous nous apercevions de l'effet révélateur de ces présentations sur les pratiques et les interrogations des soignants et des étudiants qui y assistaient. Des pratiques étaient même parfois remises en cause. Les médecins qui s'intéressaient le plus dans leur pratique à l'environnement du patient et à son histoire, je pense à un de nos fidèles, Pierre-Philippe, étaient paradoxalement, et à la fois cela se comprend très bien, le plus étonnés de voir combien ils apprenaient sur leurs patients qu'ils pensaient bien connaître et connaissaient très bien en effet, lors de ces entretiens d'orientation psychanalytique où la place est vraiment faite à la parole libre, ou plutôt vraie, du patient. La surprise était toujours au rendez-vous. Les patients eux-mêmes étaient souvent surpris de ce qu'ils avaient dit. Je suis très heureuse aujourd'hui que certains des intervenants cet après-midi, je crois, nous parlent aussi de leur expérience de présentation.
Nous avions appelé ces présentations cliniques, et non présentations de malades, comme celles que faisait Lacan à Sainte-Anne et à la suite dans les services de psychiatrie, ça se fait toujours, parce que ça se passait au début à la maternité, les premières, et qu'à la maternité, les dames ne sont pas malades, disais-je, elles viennent accoucher, et pourtant, grand est le besoin d'un lieu pour que puisse se dire l'angoisse, la souffrance que ces femmes ressentent parfois pour un événement qui est compté parmi les événements heureux de la vie. Et les présentations cliniques furent ce lieu d'écoute particulier. Nous faisions connaître ce travail aussi de manière assidue par des interventions dans les colloques médicaux, infirmiers, en médecine interne aussi, nous en avons fait, mettons 3 fois par an souvent, et dans des congrès de psychanalyse. Le thème de ce premier colloque était tout simplement médecine et psychanalyse, car il fallait déjà savoir si cela avait sa pertinence et si cela pouvait faire avancer la médecine comme la psychanalyse. Il fallait aussi apercevoir ce qui en serait son objet d'étude. Alors, ce fut une seule journée. Après, l'année suivante, ce fut 2 jours. Et après, c'est resté sur 3 jours. Il y avait 4 séquences. Quel est l'intérêt des présentations cliniques en donnant la parole au chef de service qui nous avait accueillis? La douleur médicale vue autrement, car la douleur, et en particulier la douleur chronique, est un symptôme qui permet au corps médical de mesurer combien un signe peut être variable dans sa traduction, son intensité, sa variabilité au fil des jours, sa dépendance à d'autres facteurs et à d'autres personnes. La clinique de la PMA, car c'est une clinique contemporaine s'il en est, et qui ne manque pas d'interroger tout clinicien, de le mettre en difficulté dans sa position de soignant et sa position de sujet et de citoyen. Et pour en finir, nous avions donné la parole aux jeunes, des externes, des étudiants en psychologie, des étudiants de sage-femme, etc., pour qu'ils donnent leur avis sur l'intérêt de ces présentations cliniques auxquelles ils avaient pu assister et ce que cela leur avait apporté à ce stade-là précoce de leur cursus. L'intergénérationnel est pour moi quelque chose de fondamental dans la cité. Pas seulement depuis que je suis du mauvais côté, mais dès le début. Les réponses avaient été très en faveur des présentations cliniques et avaient montré combien elles apportaient une dimension totalement absente du reste de leurs études pratiques ou théoriques et combien cela les avait interpellés en eux-mêmes. Alors, la clinique était notre conclusion. La clinique est la source d'où peut sourdre la recherche commune en médecine et psychanalyse. Dans le deuxième colloque, nous cherchions le lien entre médecine et psychanalyse en différenciant médecine et science. Nous instituâmes la double présidence, médecin et psychanalyste, ou philosophe et psychanalyste, ou médecin et philosophe, et la pluridisciplinarité dans notre logo qui était la chouette de Minerve. Nous nous appuyons sur la phrase de Lacan, car la science n'est pas incapable de savoir ce qu'elle peut, mais elle, pas plus que le sujet qu'elle engendre, ne peut savoir ce qu'elle veut. Du moins, ce qu'elle veut surgit-il d'une avancée dont la marche accélérée de nos jours, et si vous voyez à l'allure où ça va tout de suite, nous permet de toucher qu'elle dépasse ses propres prévisions. Nous avancions qu'il serait bénéfique que les psychanalystes sachent être présents, ne restent pas enfermés dans leur cabinet, y compris dans les services de médecine de haute technicité pour accompagner les médecins dans la résolution des énigmes rencontrées dans leur pratique, sur des points de butée de la science elle-même face au réel de la vie. C'est un des premiers objectifs de médecine et psychanalyse. Que les patients ne soient pas seulement les corps objets de la science à quoi les contraintes de la technique conduisent inévitablement, sans que pour autant la dimension de sujet ne soit prise en compte à part égale. Ou encore que la clinique médicale et sa transmission renaissent à une époque où l'empire des chiffres risque de faire disparaître un outil dont la richesse et la finesse sont irremplaçables, en s'aidant d'un dialogue avec la psychanalyse pour laquelle la clinique analytique est fondamentale et toujours présente. Nous touchions à la dimension du soin comme humanisme, comme le dit si bien Cynthia Fleury dans sa petite brochure, pas un simple supplément d'âme, mais bien une éthique. Pas sans un malentendu, comme nous l'avions développé avec François Ansermet, malentendu pour lequel il faudra que nous progressions dans son analyse et qui se retrouve de la même manière dans l'écart, comme dirait François Julien, entre empathie et transfert. Un point qu'il me tient à cœur de faire avancer, et j'ai lu que ce point intéresse beaucoup Jean-François Solal dans son livre passionnant. Par ailleurs, nous avions constaté dès le premier colloque
combien les jargons nuisent au travail pluridisciplinaire malgré leur intérêt pour l'efficacité et la commodité dans les échanges quotidiens et le travail entre soi. Il fallut apprendre à parler, sinon simplement, car rien n'est simple, du moins de la manière la plus compréhensible par tous, sans perdre trop du sens particulier de la discipline pour tel ou tel concept. Par exemple, le mot de jouissance. Seule la clinique pouvait montrer cette double face de la jouissance lacanienne, et très vite, les médecins et soignants ont aperçu la dimension la plus cachée et la différence avec le plaisir, par exemple. Les psychanalystes ont dû, mais les philosophes et les médecins aussi, sortir de leur langue un peu fermée pour utiliser des mots communs. Le troisième colloque approfondit la notion de corps vivant et amène à corps parlé, corps parlant, corps morcelé. Nous avions une ouverture encore plus grande sur l'Europe. Nous avions la Suisse, l'Espagne, la Belgique, ensuite ce sera l'Italie. En France, il y avait 7 ou 8 régions qui avaient des groupes de médecine et psychanalyse. Et par la suite, nous confierons pendant 3 ou 4 ans une séquence à chacun de ces groupes. Je manifestais déjà le désir de voir notre colloque s'ouvrir à des psychanalystes d'autres écoles. Et à partir de cette année, lorsque nous avions un conférencier connu pour tel ou tel thème, je l'invitais pour une intervention, quelle que fût son école. Cela resta peu fréquent pendant 3 ou 4 ans encore. Ce troisième colloque s'argumentait de la phrase de Lacan, « Ici comme là, on prépare la science en rectifiant la position de l'éthique ». Nous eûmes 2 événements artistiques, un moment théâtral avec un texte inédit de Jean-Luc Nancy dont c'était le 20e anniversaire de la greffe cardiaque. Il l'appela « Dialogue sous les côtes » et une exposition de la photographie suisse Sarah Karp, donneuse apparentée, puisqu'elle a donné sa moelle en vin à son frère décédé 2 ans auparavant. Je serais pour ma part heureuse que nous puissions poursuivre l'inscription d'une participation artistique à chaque colloque. Jusqu'à présent, à part la première année et cette année, ça n'a jamais manqué grâce à Jean Reboul, à Marion Arnoux, Jean-Philippe Mangeon, Marie Fortuné et bien d'autres. En 2011, nous avons aussi organisé 2 ateliers parce que moi, je ne suis pas beaucoup pour les ateliers. Quand on fait des colloques et des congrès, c'est pour se réunir, ce n'est pas forcément pour se disperser dans des salles, etc. Mais bon, la tendance était à ça. Et puis, nous avions 2 populations professionnelles différentes. Et à l'époque, on pouvait dire population. Il y avait environ 70 personnes inscrites dans un atelier et 35 dans l'autre. Et l'un s'adressait plus particulièrement aux psychologues dans les hôpitaux face aux problèmes que leur pose la médecine. Et par exemple, comment lire un symptôme, du signe médical aux symptômes analytiques. Et l'autre atelier s'adressait davantage à la pratique du médecin généraliste. Par exemple, l'absence de prise de conscience de la maladie par le patient ou bien l'excès de crainte de la maladie. Cette année-là, en dehors des ateliers, nous donnâmes la parole à des praticiens spécialisés et parallèlement, nous cherchions des méthodes, des outils, et ce colloque pointa la pertinence de l'analogie comme outil de travail pour la réflexion, par exemple, dans notre groupe. L'actualité, par ailleurs, était déjà à l'évaluation et il était temps de s'interroger sur les réponses à y donner. À côté de la monstration que procuraient les présentations cliniques, nous nous interrogions sur des méthodes d'évaluation spécifiques et de recherche entre des disciplines, car nous constations qu'avec des discours aussi différents, il était difficile des fois de justifier certaines méthodes de travail et nous avons avancé l'analogie. Le raisonnement analogique est déprécié en ces temps d'évaluation par chiffrage absolu sans considération de contexte, laissant le qualitatif comme une utopie, un idéal, qui n'ayant pas d'instrument de mesure assez précis, ne peut entrer dans le champ de la science, pas même celle pourtant déjà bien remise à leur place des sciences humaines. Nous nous interrogions, l'analogie comme méthode de travail est-elle scientifique? Une méthode de travail doit-elle être nécessairement scientifique et qu'entend-on par là? Est-elle recevable, viable? Ce troisième colloque fut une ode à la vie, car la très belle conférence de Pierre de Puytorac nous laissa vraiment impressionnés. Et l'autre face, Jean Kilevitch dit « La mort est le pur, l'absolu empêchement de se réaliser ». Pourtant, je rappelais alors que la connaissance de l'apoptose, la mort cellulaire programmée, a entraîné en biologie et en médecine d'abord des modifications profondes dans nos habitudes de pensée. Cela nous ouvre aussi des pistes de recherche en médecine et psychanalyse.
Ce terme d'apoptose est bien celui par lequel un autre regard peut être porté sur la vie et sur la mort en les montrant beaucoup moins antinomiques et beaucoup plus complémentaires face à la création de la vie. J'amenais l'analogie de cette notion d'apoptose mal connue des psychanalystes et qui est si essentielle à la vie avec la pulsion de mort et la pulsion de vie. Pour la clinique, nous avions cette année-là de très nombreuses présentations de patients greffés et de relations greffon-greffé. Et la leçon majeure que nous en tirions, c'est qu'elle dépend de la structure clinique du cas. Cet éclairage intéressa beaucoup les équipes médicales. La structure psychotique était responsable des difficultés de communication entre les médecins et le patient, du fait de l'absence de la signification commune. En cardiologie, la monstration a été très efficace. Les greffes ouvrent des points de recherche et obligent à penser. Quant aux psychanalystes, ils ne s'attendaient pas toujours à ce côté d'accompagnement si difficile avec les sujets greffés avant et après l'événement. Il y a un avant et un après beaucoup plus net dans ce cas que dans d'autres maladies. Un autre point à souligner, c'est que dans cette présentation clinique, on découvre une fois de plus une autre position, celle qui consiste à faire l'effort pour entendre ce que Lacan disait, la langue de l'autre, et que ça porte des choses essentielles. Mais par ailleurs, se dégageait déjà la nécessité de faire une large place dans nos travaux à l'éthique. Nous constations encore son importance fondamentale et même fondatrice, sa compréhension aussi tout à fait différente et spécifique selon les disciplines. Le 4e colloque, ayant pris acte du corps vivant, développait le contraste sur l'animalité versus l'homme-machine. Sommes-nous seulement des animaux adressés, des animaux éduqués par le seul pouvoir de l'image, livrés à la pornographie, soignés uniquement par des protocoles standardisés? Ce serait tellement simple. Chez l'animal, pas d'oubli, pas de déni, pas de trouble de la mémoire. Et Sophie Marinopoulos était déjà venue pour nous parler du déni. On avait encore fait 2 ateliers cette fois. Très vite, la considération des points que nous évoquions, désir à l'adolescence et tout ce que je viens de dire, il nous apparaissait évident que l'assise de médecine et psychanalyse dans la cité allait être au-delà même de la médecine et la nécessaire ouverture du soin à l'éducation en général et au social. Le premier pas à faire vers cette ouverture encore plus large à la cité était de nous rassembler pour que toutes les sensibilités, les orientations puissent être connues par leurs initiatives et que ceux qui prétendent pouvoir offrir leur aide à la cité ne soient pas eux-mêmes dans la dissension, mais dans une pluralité d'approches qui ne perdent pas de vue l'essentiel, à savoir que peut apporter la psychanalyse à la médecine et à la cité dans la position si particulière qu'elle tient dans le soin, par son utilisation de la clinique sous transfert et de la considération de l'inconscient. Je souhaitais donc une réunion hors programme avec tous ceux qui voudraient y participer et nos présidents. Je voulais qu'on crée une association indépendante des écoles afin que puissent continuer à se réunir des soignants et des psychanalystes dont l'intérêt pour le soin en général dans la cité était une réelle occupation et préoccupation. Le 5e colloque sur les addictions, c'était le thème le plus retrouvé en congrès cette année-là. C'était le mal de la cité, ça le reste sûrement. Elles étaient et elles restent l'objet d'intérêt et d'inquiétude de toutes les disciplines. Alors, je citais pour commencer Michel Serres, « Nous ne vivons plus à donner au dit, nous allons perdre le langage à son tour après avoir perdu l'essence, mais naturellement à donner aux données. Non plus celle du monde, ni celle des langues, ni celle des codes, mais celle des codes. Savoir égale s'informer. L'information devient la forme suprême et universelle de la drogue, de la lassitude, de l'addiction. Je choisissais d'ancrer l'addiction dans la cité. L'addiction concerne aujourd'hui tout le monde, mais pas de la même manière. La structure et l'histoire du patient dans sa singularité sont à connaître, plutôt que le simple comportement addictif qui se donne à voir. L'exigence de réponse immédiate à la demande qui caractérise le contemporain participe du processus et empêche la reconnaissance de la nécessité de la médiatisation par le langage, aboutissant même parfois à la récusation de ces lois.
l'idée m'était venue de la nécessité de créer un DU sur la relation entre les médecins et les soignants et les patients, fondé sur les présentations cliniques et toute l'expérience des colloques liés aux échanges nombreux à ce stade déjà que nous avions eus. Le doyen Chazal, qui introduisit notre colloque cette année-là, en prit acte et l'approuva et demanda à ce que nous nous recontactions. Le thème de l'addiction était un choix courageux parce qu'il n'y a pas de succès extraordinaire à publier, tout est difficile et long. Les addictions sont bien les moins visibles dans le comptage de l'évaluation contemporaine des résultats positifs d'une méthode thérapeutique. C'est aussi une clinique difficile car elle touche souvent les adolescents, ce d'autant que le sentiment de culpabilité n'est jamais loin et fait barrage, que la pulsion de mort n'est jamais loin non plus. Et il est urgent de pouvoir accueillir dans le langage même des adolescents une façon de dire, alors même que justement les ados, cela ne parle pas et que ce symptôme qu'est l'addiction n'est pas non plus un symptôme caractérisé par la demande de parole à l'autre. Alors la réunion prévue eut lieu, fut très difficile. Certains médecins furent même surpris pour ne pas dire choqués. Les psychanalystes présents tenaient pour la majorité d'entre eux davantage à leur école qu'ils pensaient en danger sans doute dans une concurrence imaginaire avec l'association envisagée qu'à la diffusion de ce que peut apporter la psychanalyse à la médecine et aux soins dans la cité. D'autres ont pensé d'une part que la psychanalyse se portait bien, que les problèmes d'école étaient plus importants que ceux de la cité. D'autres n'étaient peut-être pas aussi attachés que cela à ce que la psychanalyse puisse être considérée en médecine, dans le lieu scientifique et dans la cité en général, qu'elle devait rester confidentielle. Ce jour-là, comme lors de précédents colloques, certains médecins ont été plus actifs que les psychanalystes de la Réunion pour aider la poursuite de l'activité de l'association. Car plutôt qu'une défiance à l'égard de la psychanalyse dans le corps médical, c'est une ignorance totale à son sujet que l'on rencontre, et même de la persistance de son existence actuelle. Je me rappelle que la première fois, on m'a dit « Mais Marie-Elisabeth, ça a 100 ans ». Mais quand les médecins, soit par leur parcours de vie singulier, soit par leur parcours de stage avec les rencontres des seniors que cela permet, ont l'opportunité de rencontrer la psychanalyse, il leur reste la plupart du temps une attitude bienveillante et je dirais presque respectueuse à son égard. Nous avons un chef de service qui a eu des présentations à Lyon et qui tout de suite nous a dit oui. Aussi, le 23 décembre 2013, nous créâmes en tout petit groupe l'association Médecine et Psychanalyse qui fut inscrite le 2 janvier 2014. Nous ouvrions largement la porte à tous les psychanalystes et soignants au sens large, puisque des enseignants se joignaient à nous, qui avaient le désir de permettre aux travaux de se poursuivre et de faire bénéficier la cité de la spécificité d'abord de la clinique contemporaine qui caractérise la psychanalyse. Cela éclaircit quelque temps le rang des troupes, notamment dans nos colloques. Nous ne séparâmes plus les journées en ateliers pour psychologues et généralistes, les ateliers auraient été bien petits. Nous ne fîmes plus autant de présentations cliniques car les analystes étaient moins nombreux et souvent venaient de loin. Cela nous fit perdre aussi quelques collègues fort intéressants. Cela permit à d'autres de venir et pour certains de rester avec nous, conscients de la séparation nécessaire à faire entre le chemin personnel du psychanalyste pour son analyse et son travail de formation et de contrôle dans une école, et son implication dans la connaissance et la diffusion de la psychanalyse dans la cité, à un moment où la psychanalyse n'est plus ni réellement connue ni reconnue, et où parallèlement la clinique contemporaine, comme je le disais au début, prend une allure inquiétante et déroutante que la spécificité de la psychanalyse peut permettre d'aborder autrement. Très vite, il nous parut nécessaire, ce fut d'un commun accord, que nous rajoutâmes dans la cité le 8 décembre 2015. Le 6e colloque, la clinique contemporaine et la plainte, nous disions qu'à ne pas faire une place pleine à la clinique médicale et à la souffrance des patients, la médecine dite moderne était peut-être en train de mettre à mal la relation médecin-malade pour le plus grand malheur des patients et des médecins. Nous avons pris conscience dès cette année de l'ampleur du malaise dans les hôpitaux qui n'a cessé de croître depuis. Nous avons vu les chefs de service les plus intéressés, obligés de venir, puis partir, être ici et ailleurs, et nous dire qu'ils passaient leur temps jusqu'à hauteur parfois
de 50%, à évaluer, à se battre pour garder des postes, à réorganiser les équipes qui fondaient. Il y eut vraiment comme une impossibilité pour plusieurs médecins très impliqués de participer à nos travaux et ils faisaient au moins tout leur possible pour être présents aux présentations qui se déroulaient dans leur service. Parallèlement, je construisais un programme pour le DU et il me parut évident d'y intégrer les présentations comme formation clinique de ce DU, ce qui fut grandement approuvé par les membres de l'association. Nous continuâmes de faire des présentations dans des services pendant 3 ans, tandis que nous nous battions, notamment avec Mylène Blasco, pour l'ouverture de DU, avant d'être rejoints pour essayer de le faire tous ensemble, aidés par Cynthia et son équipe. Et c'est que ce matin, nous sommes peut-être en train de pouvoir annoncer comme très probable. La conférence inaugurale de Jean-Christophe Weber, professeur de médecine interne à Strasbourg, et qui sans doute M. Catebras, Pierre Philippe et Gérard Osterman, qui sont à peu près de la même formation, qui s'appelait « Le plaisir dans la pratique médicale des conditions menacées », et celle de Jean-Étienne Curard donnait le ton pour un élargissement de la notion de soins et son introduction dans la réalité, hélas, des conditions de sa pratique dans la cité. La table ronde de cette année concluait « En France, la clinique doit être enseignée et mise en valeur dans les études médicales et dans les travaux au sein de la recherche clinique qualitative, et cette réintroduction est une urgence. » Alors, quelques résultats de notre travail de recherche clinique. Le premier colloque partait de l'idée de l'union de l'âme et du corps et de la nécessité de revenir à une médecine plus humaine qui ne sépare pas le corps de ce qu'il vit et de ce qu'il dit. Le morcellement chaque fois plus grand permis par les progrès technologiques a en effet tendance à faire perdre de vue cette union de l'âme et du corps en descendant du côté de l'infiniment petit, au-delà des organes, les tissus, la cellule, les molécules. En 2010, lors du deuxième colloque, nous nous sommes attachés à éclairer les concepts d'universalité, particularité, singularité dans ce qui touche le corps, l'esprit, et nous avons abordé la clinique sous transfert. De la clinique émerge, jaillit même le besoin de la recherche, et il y avait bien une pertinence à médecine et psychanalyse. Nous cherchions alors son objet d'étude. Le troisième colloque précise l'union de l'âme et du corps et parle d'unicité d'origine et d'interaction de fonctionnement. L'histoire du corps à travers la philosophie corps inerte, animée, nous a menés jusqu'au corps vivant comme support de l'unicité de l'âme et du corps, mais aussi à sa mise en évidence comme objet d'étude de médecine et psychanalyse, puisque le corps vivant, c'est l'objet des interrogations de la médecine, quand ça ne va pas, comme de la psychanalyse. Puis, nous abordions le corps vivant dans ce que le signifiant peut apporter comme spécificité à cet être vivant qu'est l'homme, homme qui, comme Lacan le dit, est parasité par le langage. Maintenant, même les non-psychanalystes connaissent bien cette phrase. Qu'apporte à un corps vivant le fait d'être, dès son plus jeune âge, dans un bain de langage, le fait de voir sa prématuration, la néoténie, chaque fois qu'il est en difficulté par rapport aux autres animaux, compensé par ce qu'il produit, quelle jouissance propre à l'humain produit le langage articulé. Cette considération des effets du langage sur le corps, chez l'être parlant, complétait la notion de corps vivant, plus philosophique, en y intégrant celle de corps parlé, de corps parlant. 3 notions, la vie, le corps, le signifiant. Ces effets de jouissance se sont avérés très différents selon les services qui nous recevaient, bien sûr selon chaque sujet. Dans un cas clinique, par un effet de la parole, une voie avait été ouverte à l'application du discours de la science pour ce sujet. Il était manifeste, là c'est la monstration, il était manifeste que le sujet avait la possibilité de s'opposer aux effets du discours de la science, la possibilité de dire non. L'obstacle était là, il avait été levé. Le sujet manifeste par son opposition qu'il n'est pas une machine. Il n'y a pas de déterminisme absolu dans l'inconscient. Dans ces cas, également, nous avons vu que le désir de chaque médecin relève d'une position éthique, médicale, mais surtout personnelle. Et comme telle, elle n'est pas un désir pur, au sens kantien du terme, mais un désir qui s'enracine dans le fantasme, c'est-à-dire qui s'enracine dans une jouissance particulière, relevant de l'idéal propre de chacun. L'analyste ne l'ignore pas, à commencer pour lui-même, le médecin comme tel, et c'est aussi
ce malentendu qu'il faut que nous voyions, le méconnaît, sauf à être analysé, sous couvert du désir de guérir, d'aider, qui est la belle façade sociale de la profession, l'idéal médical. Nous introduisions petit à petit le mot de jouissance lacanienne, puisque les patients, ceux qui écoutaient pouvaient voir la différence avec le sens commun, avec son versant positif et toute sa dimension négative. Au total, nous avions mis en évidence 2 corps distincts et superposés, le corps du savoir pour la survie et le corps libidinal de la jouissance. Le corps plaisir qui obéit et va jusqu'au plaisir, c'est tout. Le corps jouissance qui est dérégulé. Il s'introduit en lui le refoulement pour méconnaître cette dérégulation, pour refuser cette vérité qu'il ne veut pas voir et qui est son refus de la domination de l'âme comme ce qui est la régulation de l'organisme dans son fonctionnement naturel. Le langage qui traverse le corps avant même que le sujet ne vienne au monde fait du corps vivant de l'être humain un lieu d'inscription de ce qui ne peut, de son histoire, se dire ou s'inscrire autrement. Lors de ce colloque sur l'animalité, il s'agissait aussi de mettre en évidence que la coupure chez l'être humain passe, comme l'avait montré Lacan, la faille épistémosomatique, non pas entre le corps et l'âme, mais entre le savoir lié au symbolique, au langage, la science, d'un côté, et le corps psyché de l'autre. Contrairement à l'animal, chez qui le savoir n'est pas différent de l'union de l'âme et du corps, pas en dehors, et se manifeste par un instinct si bien réglé qui le caractérise, et qui à la fois sauve l'animal de bien des complications, mais aussi le retient attaché uniquement au corps et à la vie biologique, sauf peut-être pour les animaux domestiques, avions-nous vu. C'est donc le langage articulé qui entraîne à la fois la richesse de l'être humain et toute l'évolution de l'humanité que nous connaissons, et de l'autre côté sa difficulté, ses complications, sa complexité, son détachement progressif de l'instinct. Son comportement n'a plus rien à voir avec celui de l'évolution de chaque espèce dans son milieu. Au contraire, le symbolique et le langage l'ont conduit sans cesse à modifier son milieu et à parfois même entraîner une adaptation du milieu à ses désirs, on voit les folies actuelles, et à ses constructions plutôt qu'une adaptation de l'espèce humaine à l'environnement et à ses différentes phases d'évolution dans le cosmos. Ça peut être effrayant. Non seulement l'animal alors ne sait pas ce qu'il sait, mais il n'a même pas le moyen de le savoir, alors que l'être humain, avec le langage, a créé un savoir qui peut être totalement un savoir en dehors du corps psyché. Et c'est à partir du moment où l'être humain a pu mettre en place l'affirmation fondamentale et la nier, nous l'avons vu dans le colloque l'année dernière, que l'être humain a été en dehors des autres espèces animales, et cela se retrouve dans l'ontogénèse comme dans la phylogénèse. Le petit homme va faire émerger l'absence, il sera capable de figurer la présence dans l'absence, et petit à petit, les mots vont prendre ce rôle de permettre tout ce monde intérieur entièrement créé, entièrement représenté. Ce monde singulièrement créé par chaque être humain fait qu'il ne peut pas y avoir un monde réellement commun comme pour les animaux, le monde de la réalité naturelle, mais qu'il y a bien un monde singulier, propre à chaque être humain, à chaque être de langage. Et pourtant, on avait fait tout un colloque là aussi sur ce point. Et pourtant, on a l'impression d'évoluer dans un monde commun, bien que malgré tout, on perçoit bien les différences d'aboutissement de ce commun quand on voyage et qu'on passe d'une civilisation à l'autre. On perçoit les limites de l'universel que nous avions travaillé au 2e colloque. Et déjà nous apparaissait l'évidente assise de médecine et psychanalyse dans la cité au-delà même de la médecine et la nécessaire ouverture du soin à l'éducation en général et au social, comme je l'avais dit dans la chronologie. Les 2 colloques suivants montraient la nécessité de donner à un sujet la possibilité, ensuite, et les conditions de la séparation. Et à partir de là, on voit vraiment, on entre dans l'humanisation et la socialisation. La néothénie attachait le petit homme à un autre indispensable avec qui il était au départ en fusion. L'éducation devait lui permettre de se séparer, de faire d'eux, de dire non, d'advenir sujet du langage et de ses trous, sujet de l'inconscient. Et à ce propos, nous avions constaté que le terme d'inconscient n'est peut-être pas celui qui convient le mieux maintenant. Entre neurosciences et tout ça, ça fait beaucoup de confusion. Le terme de par-l'être est plus proche de celui de la psychanalyse et peut-être que le terme de sujet du langage, de corps parlant, peut faciliter le travail.
Avec les addictions, nous sommes entrés dans une clinique du non-sens. Chaque soignant était dans une certaine impuissance et les références habituelles se perdaient même en psychanalyse. Celle-ci avait peut-être un temps d'avance dans la considération de l'unicité du symptôme, mais à la fois cette unicité de forme de la clinique de l'addiction mettait à mal le psychanalyste par le peu de place que la parole prenait souvent dans la clinique monosymptomatique. L'inconscient à l'œuvre dans l'addiction, c'est l'inconscient comme répétition pathologique, pas bien sûr la répétition fondatrice du conatus qui fait persister dans son être. La clinique du non-sens, celle qui échappe aux explications logiques, au langage, clinique pour laquelle la psychanalyse pouvait peut-être parfois permettre, sinon un retour au sens commun que la médecine aimerait retrouver, du moins parfois un sens singulier que la médecine peut accepter comme tel. Les colloques nous avaient nous avaient conduit à parler à cette notion essentielle entre un médecin et son patient et du transfert dans les différents échanges humains. Nous précisions peu à peu le caractère unique du transfert, c'est difficile, il a fallu plusieurs années en psychanalyse, car il est lié à l'inconscient et à la jouissance. Le psychanalyste fait dire au patient ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. À partir de là, les colloques ont poursuivi leur ouverture à la cité, le soin débordait le soin strictement médical. Nous avons été conduits à prendre de plus en plus en compte le lien social et ce que dans notre jargon nous appelons le nom du père et les figures de la séparation et de la socialisation. Sébastien Paunoux et son travail exhaustif dans l'œuvre de Lacan avaient amorcé ce tournant et intégré cette partie de la recherche au colloque. La rencontre avec Bernard Sluzarzik et le travail avec l'équipe du rectorat a donné une impulsion et a permis de bénéficier du terrain clinique qui, hélas, ne manque pas, comme nous le verrons cet après-midi. Éduquer, transmettre a montré la même nécessité de comprendre les singularités dans l'enseignement que dans la clinique médicale et combien on pouvait parler de soins pour ce qui se passe dans l'enseignement comme pour ce qui se passe à l'hôpital. Alors, voici les principaux résultats et je termine maintenant avec les colloques restants. Éduquer, transmettre, 7e colloque. Et Jean Chazal était le doyen était le président cette année-là. La rectrice était avec nous. Elle décida que nous participerions à la formation continue avec le rectorat et nous avons mis en place avec Bernard Sluzarzik une répartition du programme sur les 2 jours. Le jeudi, plus particulièrement adressé aux enseignants, mais toujours dans la pluridisciplinarité, philosophie, médecin scolaire, PMI, travail, et soutenu par l'apport des psychanalystes pour les enseignants qui voudraient présenter et discuter des cas cliniques qui ont posé de réels problèmes. De même pour les psychanalystes qui viennent exposer et discuter avec des confrères et d'autres intervenants de cas particulièrement inquiétants. Un lieu où peuvent aussi se dire les difficultés de la pratique pour des jeunes professionnels ou des moins jeunes. C'est avec Hannah Arendt, qui est vraiment une philosophe exceptionnelle, que nous annonçâmes le colloque. Sa citation est sur le site, donc, mais elle est un petit peu longue, je ne le dirai pas, mais elle était au cœur du sujet sous ses multiples facettes. Elle nous montrait les adultes qui étaient invités à être bien présents mais en retrait, bien actifs mais sans opprimer, sans inhiber. Place est faite au passé comme appui pour construire un futur toujours nouveau et à inventer, mais où se trouve le vivre ensemble, dans une réalisation de chacun. La psychanalyse ne dit pas autre chose, mais elle sait par expérience que c'est un idéal, car elle n'existe que de l'écart entre la réalité de chaque époque et cet idéal. Alors, on avait parlé de neurosciences, etc. Là aussi, c'est un peu trop long. Dans une société en pleine mutation, ces réflexions ne devraient-elles pas nous inciter à des choix politiques pour l'avenir de nos propres enfants, eux que nous aimons assez pour vouloir leur laisser non le meilleur des mondes, mais un monde possible où ils trouvent leur place. Alors, oui, je le dis parce que nous avions cette année-là, Attali devait être le président. Il s'était déjà pas présenté à 2 autres colloques à Tours et je ne sais plus où dans l'année. Nous, il nous envoya une vidéo de 5 minutes qui a été tournée chez lui, devant sa collection d'horloges. Et ce que j'en retiens, c'était l'importance de la maternelle et le remplacer les professeurs par des hologrammes. Bref, nous lui avons quand même transmis le résultat de notre colloque, auquel il n'avait pas daigné se rendre. Et on voit bien que le ministre a sans doute pas bien écouté ce que nous disions, lui qui voulait supprimer de la philosophie l'inconscient et le travail.
Par chance, il y a eu encore des réactions et donc ça a été remis au programme de philosophie. Aussitôt, Christian Gaudin, qui est notre parrain, je le rappelle, notre parrain Christian Gaudin, notre marraine Cynthia Fleury, et que je remercie d'être toujours fidèle et de jouer son rôle de parrain, d'être là comme soutien, replaçait le sujet tout de suite dans son contexte. L'empire de l'information et de la communication laisse-t-il une place à la transmission ? Christine Jacomet, qui est là aussi toujours à nous aider et à apporter son dynamisme et son intelligence, fit un lourd travail de mise en place d'une séquence de DPC, développement professionnel continu, devenu obligatoire, mais rapidement, nous n'en vîmes pas l'intérêt dans le contexte de la formation et nous ne renouvelâmes pas l'expérience. Nous avons vu aussi beaucoup de difficultés, comme je le disais, avec les médecins dans le projet Déclic que Mylène Blasco et Emmanuel Auriac ont mis en place, et il faudra qu'on voit un peu comment on peut travailler quand même. Pour la première fois cette année-là, nous organisâmes une conférence grand public, réellement annoncée comme telle, et nous essayâmes de la placer le jeudi soir. Et je pense que ce fut celle qui réunit le plus de public. Manifestement, je crois, le samedi matin, grand public, ça ne va pas bien. Donc c'est pour ça que nous avons essayé cette année de le refaire. Cette conférence était une école qui s'invente. Comment réduire l'empêchement de penser avec Serge Boimard, sciences de l'esprit et problèmes de l'éducation, une école qui ne veut ni tradition ni modernité, et 8 ans d'enseignement en banlieue difficile qui fut quelque chose de très touchant par 3 jeunes enseignants. Oui, et cette année-là, nous, sous le titre « Les neurosciences sont-elles l'avenir de la psychiatrie et de la psychanalyse ?» le problème des parutions d'articles dans les revues scientifiques reconnues nous a été montré par François Gonon comme relevant bien peu d'une éthique scientifique. Il disait que si on ne développe pas la dimension éthique dans les études en la considérant comme essentielle, inhérente à une activité de recherche scientifique et d'autant plus en médecine, on sera très facilement pris dans le lobbying, les intérêts économiques voire financiers et pas assez armé pour rester à part entière dans les intérêts du soin. Donc, nous annonçâmes cette année que le DU serait créé et je ne savais pas qu'entre création et ouverture, il y aurait 4 ans de travail, d'acharnement et de mauvaises surprises et puis voilà, bref. Puis, ce furent la rencontre avec Cynthia Fleury et juste après avec Jean-Pierre Lebrun, qui allait permettre que sous la bannière de médecine et psychanalyse dans la cité, le travail puisse se poursuivre et reprenne un élan que l'arrivée de Bernard Sluzarczyk avait maintenu malgré le départ de fait de certains. Cette année, l'arrivée de notre vice-président Bernard Langlais, qui ne peut être là pour des raisons de santé, et nous pensons fort à lui, en acceptant la gestion et en nous guidant dans les dédales administratifs, va me libérer un peu pour que je puisse continuer, faire plutôt ces travaux qui nous occupaient au départ de recherche avec Jean-Pierre Lebrun maintenant et avec Cynthia et tous ceux qui voudront bien se joindre à nous localement et au-delà de la région et des frontières. Le 8e colloque, les limites de l'homme, l'homme séparé, l'homme réparé, l'homme augmenté, intelligence artificielle, avec la phrase de Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Là encore, Pierre de Puytorac, je rappelle qu'il doit avoir 92 ou 95, je ne sais plus, comment l'apprentissage de la lecture ont rendu l'homme co-auteur de l'évolution, là aussi ce fut une très très belle conférence, permis de traverser le temps d'une manière passionnante pour arriver à la situation dramatique et non encore assez bien intégrée dans tous les esprits où se trouve l'humanité. Une grande séquence fut consacrée au sport pour s'ouvrir là aussi à la cité, les limites du corps et de l'esprit. Alors on parla du dopage, on parla de est-ce que le sport est bon à penser, la richesse d'une approche philosophique de l'EPS, comme par exemple on le fait en classe avec Bernard Sluzarczyk, et une table ronde sur l'aïkido, pratique de l'aïkido et réflexion qu'elle amène sur les limites du corps et de l'esprit. Le 9e colloque, le singulier, le commun, quel lien social, c'est Jean-Pierre Lebrun qui était notre président.
avec François Julien, qui fut lui aussi une grande rencontre, puisqu'un autre groupe de travail aussi s'est mis en marche en partant de ces réflexions qui sont très proches des interrogations que peut se poser la psychanalyse. Eh bien, ça fait un travail très intéressant qui en est à ses débuts, mais voilà. Donc, cette année, le social prenait le pas sur le médical. Et Jean-Pierre disait « Le monde change, personne n'en doute, même si tout le monde est loin de partager l'idée d'une mutation anthropologique. C'est l'articulation du singulier et du commun qui s'en trouve ébranlée. C'est sous la houlette des avancées de la science et des techniques qu'elle rend possible la nouvelle donne du lien social, d'une société, des individus qu'il s'agit de penser. Le changement a atteint la médecine. Il a fait de celle qui se définissait comme un art de guérir le malade une science de guérir la maladie. Le changement a atteint l'éducation, qui ne sait plus où il en est. » Je disais quelques phrases. Il est possible d'éclairer ce trajet de mille et une façons, mais pour penser, ce sera toujours une position de recul qu'il faudra prendre. Et celle-ci risque aujourd'hui d'être aussitôt interprétée comme se voulant de surplomb. Tout le monde n'a pas envie de la chouette de Minerve, c'est sûr. Et donc, réintroduisant une verticalité dont le nouveau monde ne veut plus. Que peut alors la psychanalyse pour la médecine, pour l'éducation, et pourquoi encore se référer à cette discipline née il y a maintenant plus d'un siècle, se demandait Jean-Pierre Lebrun. Peut-être simplement parce qu'elle a, depuis sa naissance, disait-il, et d'une manière inédite, tenté d'éclairer ce qui faisait l'humanité de l'humain, y compris de l'inhumain qui l'habite, et qu'à ce titre, elle reste un appui incontournable pour penser le monde, et qu'il y a de la responsabilité, et qu'il y va de la responsabilité des psychanalystes, au-delà de leur appartenance institutionnelle, de le faire entendre à la cité. Le ton était redonné de la place que devaient prendre les psychanalystes dans la cité, au-delà des difficultés. Alors, nous avions clarifié l'indépendance de l'association, avions, grâce à Cynthia, un avenir nouveau. L'association figurait désormais dans le grand diagramme si étendu de la chaire de philosophie à l'hôpital de Paris comme un élément d'un grand ensemble libre d'œuvrer à sa façon et selon ses compétences, à repérer et atténuer la souffrance des sujets et des citoyens. Et cette année, parallèlement, nous avons inauguré l'antenne de la chaire de philosophie à l'hôpital, ce qui me tenait très à cœur. Alors le 10e colloque, l'année dernière, positif-négatif. Quelle place pour la négativité ? Ce fut là aussi un colloque difficile, avec beaucoup de contrastes. Depuis le précédent colloque, le tournant était pris dans le désir affiché et non seulement laissé entendu des participants pour une ouverture non seulement à la pluridisciplinarité, c'était le cas depuis le début, mais aussi à du pluriel entre les écoles. La réunion de 2013 pour mettre en marche ce désir de travailler à travers les écoles avait finalement permis l'engagement personnel au un par un de certains dans un cadre indépendant. Je termine l'historique avec nos présidents de l'année dernière, qui sont vraiment deux personnes très, très intéressantes. D'abord, Bruno Falissard, que j'ai cité tout à l'heure, qui disait « Avez-vous remarqué à quel point nous devons tous nous sentir bien ? Depuis l'après-guerre et l'apparition des notions de santé puis de santé mentale, la quête du bien-être est devenue l'ultime objectif de nos sociétés. Le mal-être devient d'autant plus suspect. Et pourtant, la vie peut-elle se concevoir sans cette perpétuelle oscillation entre moments de tension, parfois désagréables, et moments de paix ou de joie ? Peut-on vraiment penser les uns sans les autres ? Ce déni de complexité a des conséquences évidentes dans le champ de la clinique psychiatrique. La psychiatrie a en principe pour rôle de soulager la souffrance psychique. Or, voilà que de plus en plus, on lui demande de rendre les hommes et les femmes heureux. Attention danger. Positivité, négativité, il est grand temps de porter ce débat sur la place publique. Et parallèlement, la grande expérience clinique de Marie-Jean Sauré, sa culture et son ouverture d'esprit ont élargi le cercle des psychanalystes qui souhaitaient se rencontrer et travailler, et il nous disait « Le foisonnement actuel des diagnostics en 10 listes des symptômes où s'avoue l'impuissance des sujets à situer correctement le réel qu'ils sont dans l'habitat langagier. Cette liste enregistre en même temps les effets d'un certain état du lien social. Seulement, réduire cette impuissance à une série d'accidents d'un sujet pensé à l'instar d'une machine, ne revient-il pas à amputer son existence et sa capacité de vie
en l'enfermant dans un être de mots plus docile envers la logique néolibérale, d'être conforme au type d'individu dont cette dernière a besoin, que favorable à la clinique de la souffrance, que la souffrance appelle. Alors, on a eu un petit spectacle qui était fait par la Compagnie des 10, et je conclurai maintenant. Pour conclure ce balayage, qui n'est pas une conclusion mais une ouverture du chemin parcouru, je dirais qu'il reste, comme vous le voyez et je le disais en introduction, beaucoup de travail. Nous avons trouvé l'objet d'études de médecine et psychanalyse, c'est le corps vivant et ce qui en découle, le soin humaniste, comme le dit Cynthia, plutôt dans l'éducation le jeudi, plutôt dans la médecine le vendredi. Nous avons le public, l'adresse, c'est le citoyen, tout citoyen de la cité qui participe de la clinique contemporaine et s'interroge sur ce qui cloche, car il peut bénéficier des conférences grand public, mais aussi de l'ouverture large du colloque, les 2 premières journées, malgré tout, pour ne laisser que le samedi, un petit peu plus réservé peut-être aux mises en commun des travaux et à la préparation des travaux futurs des intervenants. Il nous manque le message à adresser au public, tant aux professionnels, enfin sa forme, son contenu, comment faire, qu'au public plus large, aux citoyens dont je parlais. Quel message faut-il adresser? Comment nous faire comprendre pour que nos rencontres soient de plus en plus fréquentées et enrichies de la diversité de chacun? Mais aussi peut-être un message convaincant pour que les gouvernants s'attachent à défendre la démocratie et à ne pas laisser le libéralisme, j'en reviens au début, éliminer le sujet dans une cité où régnerait l'argent, habillé de science sous le nom de finance. Voilà le parcours de ces années de travail pour continuer et repartir avec un nouvel élan et tous ceux qui seront partants. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Pierre Lebrun. Simplement ce lien avec l'intime. D'abord, je trouve que Marie-Elisabeth a rappelé quelque chose d'essentiel, à savoir que la parole a de moins en moins de place, mais le dire comme ça ne suffit peut-être pas, parce qu'on peut dire, mais enfin, on parle toujours, quoi. Où est le problème? Vous avez vu que la parole se raréfie? Non, on parle tout le temps. Alors où est le problème? Mais le problème, c'est que la parole, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire la parole comme outil de communication et, pour le dire sommairement, la parole comme matériau de pensée. Peut-être que vous n'avez pas toujours ça en tête, mais il n'est pas possible de penser sans la parole. Quand vous pensez, vous parlez, à l'intérieur de vous, bien sûr, mais vous parlez. Et c'est pas la même chose. C'est la parole comme outil de communication, celle-là, elle continue très bien. Mais c'est l'autre dimension de la parole qui est actuellement en panne ou en difficulté, qui nous fait dire que la parole a de moins en moins de place. Alors, je dirais simplement une petite chose que je reprends à Freud, qui, comme vous le savez peut-être, aimait beaucoup 2 vers de Goethe dans le Faust. C'était les vers suivants: ce que tu as hérité ou ce que tu as reçu de tes pères, acquiers-le pour le posséder. Bon, ça dit très bien le travail qui est à faire par chacun pour se trouver à la suite des autres dans sa généalogie et pour pouvoir posséder ce que les autres lui ont donné. Ça demande un travail. Eh bien, s'il fallait faire une distinction entre le monde d'aujourd'hui et cette formulation d'hier, je le dirais bien, ce que tu as reçu de tes pères, tu n'as rien à faire pour le posséder, car c'est ton droit de le posséder d'emblée. Alors, c'est un peu le statut aujourd'hui, mais ça change considérablement la donne, parce que du coup, le travail psychique qui est à faire pour posséder ce qui a été acquis, ce qui a été reçu, pour acquérir ce qui a été reçu, n'est plus vraiment au programme. Et ça correspond bien, je trouve, à ce que l'on retrouve aujourd'hui
à savoir pas mal de sujets qui ne sont plus dans une conflictualité psychique intime, interne, qui est précisément la question de l'intime qui s'ouvre par là. Parce que l'intime, c'est aussi votre conflictualité psychique à vous, chacun singulièrement. Et bien justement, dans le modèle dans lequel nous sommes emportés à cause de cette mutation de société dans laquelle, contraints ou pas, nous allons devoir y faire face à ça, eh bien, je pense qu'il y a cet élément-là précis de ce que la spécificité du sujet lui-même n'est plus tellement à l'endroit de son intime, en tant qu'il a participé, qu'il assume ces conflits qui viennent d'ailleurs et qu'il fait ce qu'il faut pour posséder ce qu'il a hérité, mais plutôt une sorte de certitude acquise d'emblée de son autonomie à lui, et qu'il va alors adresser cette conflictualité, parce qu'il y en a toujours évidemment, mais à l'autre social qui ne lui donne pas ce qu'il est censé recevoir pour pouvoir faire face. Alors ça, c'est une autre boutade, mais qui m'est venue, mais que j'ai trouvé qu'elle est très éclairante, et je m'arrêterai là-dessus simplement pour introduire cet intime. C'est une autre boutade, c'est trouvé il y a quelques semaines avec une amie qui est en âge très très conséquent et dont le mari est vraiment malade, et bon, manifestement le temps se raréfie, et elle dit comme ça, dans une tout à fait simplicité, elle dit, ben oui voilà, la vie a une fin. Et je me suis entendu lui répondre du tac au tac, parce que je suis dans ces préoccupations de voir comment on réagit à ça aujourd'hui. Je lui ai répondu, oui, mais on ne m'a pas prévenu. Bon. Alors, c'est actuellement la position, je trouve, de pas mal de sujets aujourd'hui, ce serait d'attendre qu'ils soient prévenus sur ce fait. Alors que nous, dans notre vieux modèle, ce que nous avons fait par rapport à la vie à une fin, c'est plutôt de le refouler, de ne vouloir l'oublier, de ne pas vouloir le savoir. Et puis tout à coup, ce que d'ailleurs cet ami m'a dit, oui, mais moi je le savais bien, mais je voulais pas trop le savoir, quoi. Bon, et ben voilà, vous voyez, c'est pas la même chose comme position du tout, de dire, ben, je voulais pas le savoir, ça reste mon affaire, que de dire, on m'a pas prévenu, parce que du coup, c'est les autres qui sont responsables de ce que je ne suis pas à la hauteur de mon intime, pour le dire simplement comme ça. Voilà, je voulais simplement indiquer cette petite chose, parce que ça leur... N'entendez pas ceci, s'il vous plaît, comme une sorte de lamentation de ce que c'était mieux avant, parce que je crois que, comme le dit très bien Marc Ferraud, l'historien, l'histoire nous contraint, donc ce n'est pas du tout une question d'espérer quoi que ce soit, on est obligé de faire avec cette nouvelle donne dans laquelle nous sommes pris aujourd'hui, on a plutôt essayé de la déplier, de la saisir, de la comprendre, de voir comment on va faire avec les gens qui se présentent de cette manière-là, pour essayer qu'ils ne... Par hasard, là, j'ai été voir, parce qu'on me l'avait conseillé, mais c'est vrai que c'est pas mal du tout, je trouve, le film 2 mois de Cédric Clapiche, qui parle de ça, de ce que 2 jeunes aujourd'hui, tout à fait dans l'air du temps, et comment est-ce que... simplement en allant parler à un psychanalyste, en l'occurrence, chacun, ils finissent par se retrouver dans une relation qui a de nouveau le sel de l'existence et qui a vraiment son intérêt. Voilà, c'est tout bête ce que je vous dis là, mais ça me semble assez fondamental et ça rejoint d'ailleurs des catégories pour les lacaniens dans la salle. Ça rejoint à mon avis toute la catégorie du noméa, à distinguer du nom du père que donne Lacan, parce qu'au fond... ce terme qu'on doit reprendre, à mon avis, du nom du père, il dit bien que vous introjectez quelque chose et vous en faites votre affaire. Tandis que dans la position du noméa, vous vous contentez de fonctionner, de répondre à ce qu'il faut, mais en fait, vous êtes pas tout à fait, vous ne vous sentez pas obligé d'être là, justement. Et bien ça, c'est quelque chose que vous avez certainement aussi rencontré, à savoir... ne fût-ce que le plombier que vous appelez chez vous parce qu'il y a un problème. Et il y en a certains qui viennent faire ce qu'ils croient devoir faire, puis ils s'en vont. Et il y en a d'autres qui vraiment disent mais non, je veux comprendre de quoi il s'agit, je le prends sur moi, votre problème à vous, parce que je ne suis pas responsable, et moi j'y connais rien en plomberie, je le prends sur moi, je vais essayer de le régler
j'y arriverai pas, c'est autre chose, mais je vais mettre mon travail à service de le régler pour vous. Eh bien, cette position de prendre les choses sur soi, je crois que c'est une position qui actuellement va être de plus en plus difficile à rencontrer. D'ailleurs, vous le savez bien, si vous avez dû faire appel récemment à un plombier, que vous risquez plus de rencontrer celui du premier modèle que celui qu'on m'a alors qualifié, quand j'ai parlé de ça à quelqu'un, il m'a dit oui, mais ça c'était un plombier à l'ancienne. Eh bien oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui prend sur lui le problème, c'est pas pour ça qu'il va réussir d'ailleurs, mais ça fait partie de la donne. Eh bien aujourd'hui, c'est pas tout à fait avec ça, et c'est une sorte de choses qui nous contaminent tous, et ne nous en plaignons pas, parce que la question n'est pas là. La question est de savoir comment allons-nous faire pour restituer à chacun cette possibilité d'assumer sa singularité, donc aussi son intime. Et je crois que je vais du coup passer la parole à Christian Godin, puisque c'est vous qui allez nous introduire à cette question de l'intime.